La parole est à Madame Valérie Rabault, rapporteure générale de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames les Présidentes des Commissions des Affaires étrangères et des Affaires européennes, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Cette année, l'examen du projet de loi de finances donne lieu à un débat sur la contribution de la France au budget de l'Union européenne. Ce débat n'avait pas eu lieu l'an dernier et je crois que c'est un débat utile. Alors pour bien préciser le cadre, laissez-moi tout d'abord rappeler quelques chiffres qui sont contenus dans ce PLF. Tout d'abord, la France contribue chaque année à hauteur d'une vingtaine de milliards d'euros en faveur du budget européen. Pour 2015, ce sera 21 milliards d'euros. La France contribue également à différents mécanismes, le MESF, j'en passe, qui représentent une soixantaine de milliards d'euros dans la dette que nous portons aujourd'hui, qui sont dus directement à notre contribution et à la solidarité que nous assurons pour l'Union européenne. Au total, notre pays apparaît comme le deuxième contributeur de l'Union européenne. Mais je crois que le vrai sujet qui se pose à nous aujourd'hui n'est pas tant la contribution budgétaire, puisque 20 milliards d'euros, ça représente 1% de notre PIB, que le cap de notre politique économique, que la direction de la politique économique européenne et de l'adéquation entre les deux. Et cette question se pose encore plus à l'heure où pointe le risque de déflation. Elle est donc plus que jamais cruciale. Alors j'ai déjà eu l'occasion de le dire la semaine dernière, la déflation est un poison à mort lente. Encore une fois, on ne ressent pas tout de suite ses effets. C'est assez insidieux. C'est la baisse de la valeur qui s'enregistre dans les actifs et dans les bilans des entreprises, principalement les bilans bancaires. C'est-à-dire, cette baisse d'actifs entraîne une chute de l'activité et plus spécifiquement, la déflation, c'est une baisse de l'activité, c'est-à-dire qu'on attend et dans le fond, on ne fait rien. Alors, pour lutter contre cette déflation, le meilleur moyen, c'est de ne jamais y entrer. Tout simplement parce qu'il est très difficile d'en sortir. On le voit avec le cas japonais, au bout de 20 ans, la déflation, ou en tout cas quelques-unes de ses conséquences, sont encore là. J'ai l'intuition que nous sommes aujourd'hui à ce point où l'économie française, mais aussi européenne, court le risque d'entrer en déflation. Alors bien entendu, ce n'est pas une intuition qui reposerait sur des prévisions quelconques, c'est une intuition qui s'appuie sur un certain nombre d'éléments et je voudrais vous en livrer au moins 3. Le premier, c'est le très faible niveau d'inflation que nous enregistrons et surtout les anticipations sur 10 ans pour l'inflation telles qu'elles sont publiées ou telles qu'elles peuvent être observées sur les marchés financiers. Le deuxième point, c'est la faiblesse actuelle des taux d'investissement dans toute l'Europe et on voit qu'ils ont encore plus décroché depuis 2011. Le troisième, bien entendu, c'est le niveau de chômage qui demeure très élevé dans nos économies européennes et qui, bien sûr, pèse sur les salaires et donc entraîne une spirale déflationniste. Alors, face à cette crainte croissante, qu'avons-nous fait ? Évidemment, tout dépend de qui est le nous. Si le nous, c'est la Banque centrale européenne, je crois qu'on peut dire qu'elle a pris les devants pour agir. Elle a baissé les taux d'intérêt au plus bas, elle a agi pour donner des liquidités aux banques européennes, et elle a donné le signal, un signal très fort de son engagement à faire tout ce qui est en son pouvoir pour vouloir faire repartir la machine européenne. Mais elle a également souligné que la politique monétaire ne peut être efficace que si elle est soutenue par une politique budgétaire ambitieuse. Si le nous est la France, je crois que notre pays a agi dès novembre 2012, en se mobilisant pour que les entreprises puissent relancer leur investissement avec des capacités qui sont renforcées, notamment avec le CICE qui représente 20 milliards d'euros. Si le nous est la France, je crois aussi qu'elle veille à l'équilibre entre la réduction des déficits et la préservation de la croissance. Je crois en effet que sacrifier le soutien à la croissance pour assainir rapidement les finances publiques se révèle contre-productif, puisque sans croissance, les recettes publiques diminuent, ce qui contraint à de nouvelles augmentations d'impôts pour tenter de compenser les moindres recettes, et ce qui peut bien sûr entraîner un cercle vicieux. Abandonner l'objectif de réduction du déficit est tout aussi contre-productif, puisqu'à terme, cela met le pays en situation de dépendance vis-à-vis des investisseurs étrangers,
pour le financement de notre propre dette, et ce qui finit par nuire à la création de croissance économique. Si maintenant le nous est l'Europe, je crois que le temps est venu de vraiment mettre le cap sur l'investissement. Lors des rencontres des commissions des finances et des affaires européennes à Rome les 29 et 30 septembre dernier, tous les parlementaires des 28 pays de l'Union européenne, quasiment sans exception, ont pointé le risque économique pour notre continent, un risque de déflation. Nous nous sommes collectivement retrouvés face à un problème de dette publique croissante. Pour le résoudre, nous avons collectivement mené des politiques de contraction. Quand un pays le fait seul, cela n'a pas de conséquences sur la croissance économique mondiale. Quand tous les pays le font en même temps, cela accélère la chute de la demande européenne et donc les débouchés pour nos entreprises. Et donc cela crée du chômage qui lui-même entraîne une baisse de la demande. C'est le cercle vicieux. Voici le point de débat qui nous est posé aujourd'hui. Soit on persévère à mettre l'assainissement des finances publiques en objectif numéro 1 en oubliant tout le reste. Et dans ce cas, il y a peu de chances que l'économie européenne redémarre et qu'elle échappe à la déflation. Soit on remet la croissance économique en objectif numéro 1 et là, on aura une chance d'échapper à la déflation. Mais mettre cet objectif en numéro 1 doit se faire en écoutant et en entendant l'ensemble des pays, notamment tous ceux qui ont contribué, qui ont réalisé de gros efforts budgétaires au cours des dernières années. Je pense ici à l'Espagne, le Portugal, l'Italie ou encore la Grèce. C'est donc pour miser sur la croissance économique ne signifie pas abandonner l'objectif d'assainissement des finances publiques. Je crois que les deux doivent et peuvent être menés de pair. C'est un équilibre savant, je le reconnais. Remettre la croissance économique en objectif numéro 1, c'est lancer dès maintenant les 300 milliards d'investissements qui ont été annoncés par le nouveau président de la Commission européenne, M. Juncker. Si l'on regarde l'évolution de l'Europe et des États-Unis en matière d'investissement, on voit, mes chers collègues, que l'écart s'est creusé depuis 2011. L'investissement américain est reparti dès 2009 et il continue à progresser en pourcentage du PIB. La dynamique européenne, elle, a décroché depuis 2011 et se situe en 2013 à l'un de ses plus bas niveaux. C'est donc trancher le débat entre nous sur le qui doit mener cet investissement. Cette question-là a été posée à Rome et elle est aujourd'hui sans réponse. Nous avons vu que différentes opinions se sont affrontées sur cette question. S'agit-il d'investissement public? S'agit-il d'investissement privé? Ce point-là n'est pas tranché aujourd'hui entre les différents pays européens. Alors pour en revenir au débat du jour et de ce projet de loi de finances qui nous occupe, je voudrais dire un mot des amendements qui ont été proposés spécifiquement sur la contribution de la France à l'Union européenne. J'écarterai d'emblée les traditionnels amendements qui visent à minorer notre contribution française. Il y en a 3. Je voudrais revenir aux 2 amendements qui ont été défendus jeudi et vendredi dernier par nos collègues Pascal Cherki et Pierre-Alain Muet, qui visent à soustraire du déficit public la contribution de l'Union européenne dans le calcul. En effet, je l'ai dit en introduction, le prélèvement sur les recettes publiques au profit de l'Union européenne s'élève à 21 milliards d'euros. Et c'est une dépense sous norme. Qu'est-ce que ça veut dire, une dépense sous norme? C'est que si elle augmente, il faut trouver des réductions ailleurs. Il faut diminuer des dépenses ailleurs. Ça veut dire que si la Commission européenne nous demande d'augmenter notre contribution, ce qu'elle fait de temps à autre, il faut baisser des dépenses ailleurs. En 2014, la Commission européenne nous a demandé 4 fois de revoir notre contribution, ce qui suppose que nous baissions des dépenses ailleurs, puisque cette contribution est sous norme. Alors, cet amendement a été rejeté, mais il a donné lieu à un vrai débat. Je crois qu'il a été rejeté parce que, de facto, notre seule Assemblée peut être la seule à le trancher. Mais en tous les cas, cet amendement a eu le mérite de poser la question et d'enclencher au sein de notre hémicycle un débat qui, je crois, mérite de l'être. Le deuxième porte sur le budget de la défense et la contribution de chacun. La France et le Royaume-Uni supportent à eux seuls 40% des dépenses militaires de l'Union européenne. Leurs dépenses représentent entre 2,2 et 2,3% du PIB. Alors bien sûr, il s'agit là de choix de souveraineté et nous n'allons bien entendu pas les remettre en question. Mais lorsque la France va combattre Daesh ou d'autres extrémismes au Mali ou en Centrafrique, elle lutte pour nos valeurs, elle lutte pour les valeurs européennes. Dès lors, est-il juste qu'elle en supporte seule le coût? Là aussi, notre Assemblée a rejeté cet amendement,
puisque nous ne pouvons être les seuls à prendre la décision. Pour autant, cet amendement a eu le mérite de poser la question et de rouvrir le débat. Ces questions sont essentielles pour l'équilibre européen, pour l'objectif que nous nous fixons. Bien entendu, ce n'est qu'une manière de lancer le débat, mais je crois que ce débat mérite d'être ouvert avec l'ensemble de nos partenaires européens pour que, dans le mot juste, contribution, il puisse y avoir une vraie justice. Merci. Merci, Madame la rapporteure générale.